Est-ce que vous savez ce que c'est un moine Shaolin? Non. Non, pas trop. Oui. Non. Plus ou moins. Oui. Le seul de France, il est à Troyes. Est-ce que vous le saviez? Seul de France, je ne savais même pas qu'il y avait un Français, donc j'avais pas cette info. Ah non, je savais pas. C'est genre Non, je savais pas du tout. je me sens honoré de savoir qu'il est dans ma ville. Quand on est blessé, âgé, on voit souvent autour de nous on va avoir une canne. Ça peut être un outil, ça peut aussi être une arme. Et une arme qui s'utilise comme ça. Comment vous sentez-vous ici? Tadiara, bonjour, je m'appelle Michael Renaud et j'ai vécu 5 années en Chine où je suis devenu le premier moine français de Shaolin. Je suis parti dans un premier temps à Shaolin pour apprendre les arts martiaux. J'ai découvert le bouddhisme, comment cultiver son esprit, la médecine traditionnelle chinoise, comprendre son corps. Parce qu'on croit tous habiter dans un appartement, dans une maison, mais en fin de compte le premier endroit dans lequel on habite c'est notre corps. Et après ces 5 années, je suis revenu en France où j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise pour avoir les diplômes et valider mon installation où je peux vous recevoir aujourd'hui. Je vous prépare du thé noir. Au début, j'étais parti essentiellement pour la pratique des arts martiaux, pour le kung-fu. Parce que les moines Shaolin sont vus comme les légendaires moines guerriers, de grands combattants. Et c'est une fois sur place que j'ai découvert les autres aspects. Parce qu'on dit qu'à Shaolin, il y a 3 trésors. Il y a le bouddhisme pour se recentrer sur soi-même, de manière plus simple, les arts martiaux pour fortifier son corps. Et le troisième, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et il y a certains maîtres qui sont spécialisés plus dans l'un que d'autres qui sont complets, qui en ont 2 sur les 3, et d'autres qui ont les 3. Alors on trinque, c'est comme ça? Il n'y a pas de... Obligé. Si on s'enferme dans les dogmes, c'est pas comme ça qu'on fait en Chine. Ah mince! Mais c'est comme ça qu'on peut faire ici. Qui a dit qu'on pouvait pas? Un jour, il y en a, ils ont fait une réunion, ils s'assoient autour d'une table, ils ont dit non, avec le thé chinois, on trinque pas. Je n'étais pas présent, j'ai pas signé. Alors, le quotidien à Shaolin, ça commence à 5h du matin. Tous les moines du temple se retrouvent dans la grande salle où vous avez les grands bouddhas pour réciter les sutras. Ça dure près d'1 heure. Et tout se déroule suivant un rite qui a près de 1500 ans. Les sutras contiennent la connaissance, la quintessence de la réflexion bouddhiste, dans le sens philosophique. D'ailleurs, le bouddhisme, au départ, c'est une des premières psychologies de l'humanité. Et ça permet, dès le matin, dès le réveil, de se remémorer, de se rancrer tout ça en tête. Si on se levait en se mettant un film de guerre, ou si on se réveillait avec des choses qui nous invitent à nous développer, notre état d'esprit et la journée qui va se poursuivre ne sera pas la même. Et après, cet office du matin, tout le monde se retrouve au petit déjeuner. Et là, on est dans une salle où personne ne parle pendant le repas. Dans le sens où il nous arrivait à tous et à toutes de finir une assiette sans s'être rendu compte qu'on l'a mangée.
Ça nous est tous arrivé aussi d'être arrivé quelque part sans s'être rendu compte qu'on a marché. Et c'est dans le sens de s'inscrire dans l'instant présent. Ensuite, ce petit déjeuner, on a une petite heure pour se retrouver, digérer. Et après, la matinée, ce sera entre 2 et 3 heures, soit de kung-fu, soit de médecine, ou à s'investir dans la compréhension du bouddhisme. Donc dans le temple, il y a environ 300 moines. Il y en a qui pratiquent uniquement un de ces 3 points, d'autres 2, d'autres 3. Il y a une période qu'on appelle chanchi, c'est-à-dire on a 7 semaines de réclusion. On se retire et on médite tous les jours, du matin au soir, dans une salle où on ne parle pas. Donc là, pendant cette période, on coupe les téléphones, pas de téléphone avec nous, pas de choses qui nous perturbent. On se parle pas non plus pour pas s'agiter l'esprit, on se retrouve avec nous-mêmes. C'est difficile au début, parce que faut le temps que ça ralentisse. Puis une fois qu'on est dedans, on trouve un état de quiétude et de paix tellement agréable qu'on a presque pas envie d'en sortir. Est-ce que un moine peut avoir une épouse, avoir une vie en dehors du temple? Ah, chouette. Effectivement, quand on est dans le temple, vraiment, on doit respecter les usages. Quand on sort du temple, on a 2 choix. Je ne suis plus dans le lieu, mais je continue à appliquer ces usages, ou bien je ne suis plus dans le lieu, dans mon cœur, dans mon âme, je suis toujours dans cette continuité. Mais je sais aussi que boire un morceau de thé ou un jour boire une tasse de thé ou boire un verre de vin avec des bons amis à table, ça ne changera pas la personne que je suis. C'est la mesure qui fera la différence. Si je me prive de tout et que je deviens complètement fermé dans mon truc, c'est pas bien. Puis si je suis ouvert à tout, je m'abandonne à tout, c'est pas bien non plus. C'est au milieu que c'est bien. Est-ce que les moines Shaolin sont tous rasés? Ouais, les moines en général le sont tous. Vous savez, avant on n'avait pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. Si vous étiez prince, roi, princesse, bourgeoisie, vous avez des beaux cheveux brillants, lisses. Et si vous étiez du peuple, vous étiez très pauvre, c'était plutôt rêche, sale, emmêlé. Déjà là, c'était un signe distinctif. Donc en se coupant ça, on coupait ce signe distinctif. Aussi, c'est symboliquement se couper de son ancienne vie. Et on y trouve aussi l'hygiène, particulier à l'époque, où il n'y avait pas de robinet. En plus de ça, on a l'option eau chaude avec le robinet aussi. Vous avez trouvé quelque part un sens à votre vie, à votre existence en allant là-bas? Trouver, compris, comprendre, surtout comprendre. On ne change pas quand quelqu'un nous dit quelque chose, ou nous en entendant quelque chose, ou en lisant quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'expérience correctrice qui nous change. Donc il faut vivre des choses. Et c'est parti, direction 3. On va aller voir le Shaolin. Le show. Alors, voilà ce que je fais pour les personnes qui reprennent rendez-vous. Voilà pour Magnifique, merci beaucoup. Cadeau. Est-ce que vous croyez aux ovnis? Non. Pas du tout. Non. Pourquoi vous croyez pas aux ovnis? Parce que je n'en ai jamais vu. Je sais pas, on n'en a jamais vu jusqu'à maintenant. Donc, C'est des affirmations et comme on dit, à affirmation exceptionnelle, il faut une preuve exceptionnelle. Et tant qu'il n'y a pas de preuve exceptionnelle, j'ai pas de raison de m'intéresser à ça. Je sais pas en fait, j'ai pas super réfléchi dessus, mais je pense pas que j'y crois. J'ai pas vraiment de raison, mais j'y crois vraiment pas. Parce que j'ai pas eu vraiment de preuves, et puis je sais pas, je trouve ça... Je pense qu'il y a une vie extraterrestre, mais je pense pas qu'il s'intéresserait à la Terre. Je m'appelle donc Guy Capet, je suis ufologue, l'abréviation de United Flying Object, Unidentified Flying Object, donc objet volant non identifié, hein, c'est la traduction de OVNI, donc on a créé une science qui s'appelle l'ufologie. Ufologue, c'est quoi? Essayer de trouver une explication rationnelle au phénomène. Écoutez le témoin, parce que le problème du témoin, c'est qu'il n'est pas toujours écouté. J'ai connu une époque où on lui dit
bon, arrête de boire, tu verras plus de soucoupe volante. On a eu un cas qu'on n'a jamais réussi à trop élucider, d'un ouvrier d'une usine automobile de la région parisienne, qui est venu du côté d'Arcis-sur-Aube et que l'on a retrouvé calciné dans sa voiture, avec des températures qui sont montées à plus de 1200 degrés. J'avais un de mes amis qui était journaliste au Figaro, Charles Garot, qui avait émis l'hypothèse d'un survol par un engin extraterrestre et qui aurait créé, parce que on ne pouvait pas atteindre les 1200 degrés comme ça dans une voiture. On a parlé aussi de cas de combustion spontanée, on a parlé d'ovnis, mais on comprenait pas pourquoi quelqu'un de la région parisienne qui avait pas d'attache dans le département de l'Aube serait venu se suicider dans un coin perdu du côté d'Arcis-sur-Aube. On a par exemple une jeune femme, Monique, qui toutes les nuits était réveillée par une voix qui lui demandait de prendre un cahier et un stylo et qui lui donnait des messages en lui disant que la Terre allait mourir. D'ailleurs, c'est le titre de son livre, un de ses 2 livres, La Terre va mourir, et qui lui déjà à l'époque lui transmettait des messages écologiques, en lui disant voilà, il faut préserver votre planète, nous sommes une civilisation extraterrestre, nous venons à votre secours parce que les terriens sont en train de détruire leur planète. On a aussi, alors, au chapitre des doux rêveurs, je dirais, un Aubois, enfin un Sancéen, il habitait Saint-Julien-les-Villas, qui, le week-end, au lieu d'aller manger au resto, il allait manger à la table de Bouddha, de Mahomet, et puis de Jésus-Christ. Il était invité les dimanches à venir, une soucoupe volante venait le chercher, et il l'invitait à venir à sa table, la table, voilà, Oui, on a eu des cas comme ça assez épiques dans le département. L'affaire Gâteau, qui est la plus vieille, parce qu'elle date de 1964, nous a raconté qu'un jour, en allant couper du bois en forêt d'Orient, il a vu une grosse citerne dans un champ et qui s'est dit tout simplement, tout bêtement, oh bah dis donc, les vaches vont pas manquer d'eau avec une citerne comme ça. Et arrivé à la hauteur de la citerne se met à décoller. Je crois que ce qui est important, c'est d'être présent pour recueillir le témoignage. Écouter la personne. Noter sans l'influencer. Parce que on va pas tout de suite d'emblée lui proposer la solution. On va essayer d'écouter et après, on va essayer de trouver une explication. Quand on a ce début d'explication, on revient voir le témoin en lui disant ben voilà, j'ai contacté la station météo, j'ai contacté l'aviation civile, il s'est passé ça tel jour à telle heure, une rentrée de morceaux de satellite, un ballon sonde qui a été envoyé, on a l'explication que l'on va donner au témoin. Mais il faut aussi ne pas discréditer le témoin. On n'est pas là pour le faire taire, on est là pour les écouter. Et après, on fait une étude. Souvent, par exemple, on se rend compte que lorsqu'il y a une rentrée de satellite, le satellite, il est à un moment visible dans l'Aube, et puis il va être visible en Haute-Marne, il va être visible en Haute-Saône. Donc on va pouvoir suivre l'évolution de la rentrée dans l'atmosphère du satellite. Le plus frustrant dans l'ufologie, dans l'étude des ovnis, c'est que la majorité des cas, à 80%, je dirais, ce sont des gens qui observent un phénomène lumineux dans le ciel et ça ne présente pas grand intérêt. C'est bien qu'ils en parlent, c'est bien qu'ils se confient, mais ça ne présente vraiment pas d'intérêt scientifique, puisque ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une rentrée de satellites dans l'atmosphère, ça peut être un ballon météo, ça peut être des troubles de la vision, et c'est vrai que les gens ils sont un peu frustrés parce que ils attendent autre chose de l'ufologie. Ils sont persuadés que l'on va leur dire oui, vous en avez vu un, oui, c'était un extraterrestre. Ben non, ce n'est pas un extraterrestre. On doit être autour de 4 à 5% de phénomènes non identifiables aujourd'hui. Et ce qui est vraiment intéressant pour les ufologues, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle des effets secondaires. Alors les effets secondaires, là c'est déjà un début de preuve.
C'est quoi un effet secondaire? Par exemple, vous roulez avec votre voiture s'arrête, les lumières s'éteignent, la radio s'éteint, il y a un objet lumineux qui survole votre voiture, il est passé, la voiture redémarre, la radio redémarre. Là, c'est un phénomène d'effet secondaire. On a eu aussi, alors qui ont trouvé aussi des explications, on a eu des cas d'explosion. Où à un moment la ville de Troyes a été survolée par un engin et dans les minutes qui ont suivi, il y a un boulanger qui a vu son four exploser. Autre effet secondaire, c'est quand les témoins disent qu'ils ont assisté à un atterrissage et que une fois l'engin reparti, on se rend compte que le sol a eu sa nature détériorée. Il y a par exemple un apport d'azote, il y a une radioactivité, il y a le sol qui est brûlé sur une certaine épaisseur. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle des débuts de preuve. Là, c'est plus intéressant parce que ça vous montre qu'il y a quelque chose. Donc c'est un travail qui demande quand même une recherche. Lorsqu'on regarde les différents témoignages, on se rend compte qu'il n'y a pas un ovni, il n'y a pas une forme d'ovni. Il y a le cigare, la soucoupe, le ballon rond, le ballon de rugby. On n'a pas un. Ça serait trop simple d'avoir un seul et même objet. C'est comme les gens qui relatent les témoignages de rencontres de troisième type. On n'a pas un portrait robot. On en a des dizaines. Donc il n'y a pas. Alors en plus. Lorsque l'on a des enlèvements, qui est quand même très rare, les enlèvements à bord d'engins et de vaisseaux spatials et tout, on a, je dirais, des témoignages qui sont sous hypnose parfois. Quelle fiabilité accorder à ça? Je sais pas. Sur le phénomène OVNI, ce qui est intéressant, c'est de compiler, d'étudier et pas de croire. C'est d'essayer d'avancer dans le dossier. Sans a priori. Sans a priori. Et pas non plus... c'est pas un phénomène de croyance. On ne croit pas aux ovnis comme on croit en Dieu. Moi, à chaque fois qu'on me posait la question, on me dit « Est-ce que vous croyez, vous, aux ovnis ?» Je dis « Non, j'y crois pas. » Il y a un phénomène. C'est ce phénomène qui mérite étude. On a dressé des portraits robots de ces témoignages, notamment des rencontres de troisième type, et on s'est rendu compte, à part quelques exceptions très rares, que la majorité des témoignages font état d'êtres qui ressemblent étrangement à nous, avec 2 jambes, 2 bras, une tête. Donc moi j'explique un petit peu ça, c'est les gens ont créé l'extraterrestre à leur image. Donc moi je suis assez séduit par la théorie de Carl Gustav Jung qui est une projection inconsciente de l'esprit, c'est-à-dire une création de l'esprit humain. Voilà. Mais faut pas dire que tous les témoignages sont obligatoirement des créations de l'esprit, parce que ça serait complètement dévaloriser les témoignages. Mais moi je suis assez partisan pour cette théorie de Carl Gustav Jung sur la projection inconsciente de l'esprit. En tant que journaliste, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est aussi l'évolution du témoin qui, au fil des ans et avec la pression médiatique. Puisque les gens ils sont témoins de quelque chose, ils osent pas trop en parler. Et puis un jour qui est pas fait comme les autres, ils vont se confier. Et on va avoir une histoire de base qui, au fil des ans, sur la pression médiatique et sur effectivement avec le temps, va se transformer et va dire, alors je dirais pas un délire, mais je dirais que on va se retrouver avec des faits qui n'ont rien à voir avec les faits originaux. J'ai eu des témoins dans le département de l'Aube où ils ont été invités sur des plateaux télé. Il y a eu une pression médiatique qui fait qu'ils étaient un peu la vedette. Quand ils rentraient dans leur village, on t'a vu à la télé et tout. Donc c'est vraiment le côté médiatique de la chose. Et
malheureusement, ces gens, alors d'une façon peut-être inconsciente, ont tendance aussi un petit peu à en rajouter et un petit peu modifier les faits initiaux qui se transforment après au fil des ans, quoi. Je reste persuadé que Gérald Catteau n'est pas un mythomane, qu'il a bien assisté à quelque chose. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé après sur les plateaux de télé, c'est qu'il s'est retrouvé après en des mains de gens pas très bien intentionnés et qui ont complètement, je dirais, fait évoluer son témoignage. Et de quelque chose de crédible, c'est devenu complètement délirant. Donc c'est pas de sa faute, c'est l'évolution du témoin avec la pression médiatique. N'importe quel Français moyen qui se retrouve un jour devant les caméras de la télévision, dans des magazines un peu sulfureux, avec de Chavannes et tout, se retrouve obligatoirement dans un contexte qui fait que il va un petit peu être la vedette, il va un petit peu... voilà, c'est ça un petit le dommage de la chose. Moi, j'ai eu un témoignage sur l'Aube où la personne, avait vu un engin décoller, avait pris peur, avait pris la fuite, et puis au fil des mois, elle est revenue sur son témoignage. Oui, je suis revenu sur le lieu. Oui, j'ai trouvé du métal. Oui, je les ai donnés à Monsieur Capet. Oui, Monsieur Capet les a envoyés au CNES pour analyse. Et Monsieur Capet est un homme en noir, black. Et qui est chargé d'étouffer nos témoignages. Men in Black, quoi. Voilà, Men in Black. Voilà. Mais donc au final, donc vous avez un peu consacré beaucoup de temps à ça depuis que vous êtes jeune. Plus vous avancez dans le temps et plus on dirait que, en gros, le mythe un peu de E.T., ça s'éloigne, non ? Non, parce que je dirais, il y a quand même les 5-7% qui sont pas identifiés aujourd'hui dans la mesure de nos connaissances. Et là, c'est du solide, c'est du concret. Alors après, échafauder une hypothèse, il y en a plusieurs. Les séries télé ou les films télé actuellement vous parlent de visiteurs du futur. En fait, vous parlent de visiteurs d'une autre planète. Vous parle, donc on sait plus après. Là, c'est de la science-fiction. C'est vrai qu'aussi, il y a une théorie qui dit que dans les périodes de crise, les gens ont besoin de s'évader, ont besoin de penser, et que c'est à croire à une civilisation extraterrestre et aussi un mode d'évasion. Ils vont nous sauver. Ça, vous pensez que c'est quoi les formes dans les champs ? Club Circle, c'est beaucoup de gens qui s'amusent. Mais ça prend énormément de temps pour s'amuser. Mais là encore, c'est les gens qui sont en recherche de reconnaissance. Ils sont hyper motivés. Ben oui. Qu'est-ce que vous feriez pas, vous, pour passer aux 20h de TF1 ou de France 2 ? Je ferais tout pour pas passer aux 20h. Vous évidez une citrouille, vous mettez une bougie à l'intérieur et vous déposez la bougie et la citrouille sur la voie ferrée. Et il y a eu plusieurs témoignages où les gens ont vu une soucoupe volante avec une lumière à l'intérieur se poser sur la voie ferrée. Ah ok, ouais, donc ça va très loin, quoi. C'est vraiment le canular... C'est comme le monstre du Loch Ness. Mais il y en a eu plein. Est-ce que vous savez à quoi servaient les caves à l'époque du Moyen-Âge à Troyes ? Je pense que c'était pour se protéger de l'ennemi, non ? Non. Que j'en ai vu une, c'était pour que les moines de la cathédrale puissent se déplacer la nuit ou à un certain moment de la journée sans sortir dehors. Garder le vin, non ? Pas du tout. Pour la construction ou... Non, pas du tout. Je me présente Jean-Claude Lamotte, je suis passionné du patrimoine troyen et de la ville de Troyes. Pour les caves, c'est lors d'une demande de mon président d'association qui publie régulièrement des romans autour des Templiers que j'ai cherché une cave et donc j'en ai fait 2, 3, 4 et puis pour m'amuser je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire davantage. Donc j'ai visité pour l'instant 200 caves, un petit peu plus, avec quasiment 5000 photos et il m'en reste à peu près entre 800 et 1000 à découvrir.
Voilà, donc là on est sur une restauration de cave, hein, donc 16e siècle, après l'incendie de 1524. Donc là on a 2 nefs avec 4 travées, et on longe tout le bâtiment et ce soupirail donne sur le bord de la rue. Oui, voilà. Les marches sont assez larges quand même. Hein. Ah oui. Et donc maintenant, vous pouvez vous retourner. Wow. Si vous voulez, vous regardez la hauteur. Là, on est à peu près sur, allez, je ne veux pas dire de bêtises, sur 8 mètres à peu près. Attendez, restez là parce qu'il y a une petite surprise encore par là. Donc là, vous voyez, là, tous ces petits pigments, là, c'est l'humidité. En fait, ce sont des champignons, hein, c'est du salpêtre. D'accord. Voilà. Et donc après, vous allez regarder avec votre petite lampe, regardez toutes les écritures. La municipalité, pour protéger la population, a référencé quelques caves susceptibles de recevoir la population. Et donc elles étaient référencées. Et donc celle-ci faisait partie d'une des caves recevant la population contre les bombardements. Donc ça, ce sont des écrits de gens pendant la guerre. Oui, il y en a des anciens. Et puis là, par exemple, on voit 1937. Regardez des gens de Merget 1937 ici. « 1781, et on a Cordier 1934. Quand on parle de galerie, de passage, ici, regardez. Enfin, vos petits plans, ça. Et là, on va continuer. Donc là, on est sous la cour. Vous voyez? La porte en rouge qu'on a ouvert au départ se trouve à peu près à ce niveau-là. Lorsqu'il faisait froid l'hiver, les pièces étaient tempérées et l'été, elles gardaient la chaleur, donc elles le restituaient plus tard. Donc là, on est venu cet été pour les Journées du patrimoine au mois de septembre, il faisait très chaud. Voilà. Et l'hiver, il fait relativement frais. Il faut savoir aussi que pour les caves, elles servaient quelquefois d'habitation, mais plus principalement de lieu de travail et de stockage et quelquefois d'échange. Je sais que près de l'hôtel de Veluisant, il y avait une vieille taverne. On descendait un étage, c'était une taverne quasi en sous-sol. Et puis il y avait des métiers à tisser aussi, parce qu'il faut de Champagne, tissu. Et donc pendant longtemps, Troyes était la capitale du tissage. Et donc il y avait des ateliers, on en comptait à peu près 1600 dans les années 1600, à peu près 17e siècle, quoi. On voit ce soupirail. Donc à chaque fois qu'il y a un soupirail, il y a une cave. Voilà. La trilobe, ça fait un peu édifice religieux, comme on voit dans des fenêtres d'église. C'est intéressant, hein. Le patrimoine est encore présent et il y en a quelques-unes avec des voûtes comme ça, des croisées d'ogives qui sont conservées. C'est un petit peu une idée préconçue. Il y avait des caves qui pouvaient communiquer entre elles, mais un passage pour sortir de la ville... il n'y a pas de vrais écrits, en fait. Certains me disent qu'ils ont vu de 3e niveau, ou alors des réseaux qu'on pourrait d'ici rejoindre une certaine montagne, pas très loin, à Mongueux, où il y a du champagne. Bon, après, les passages, on n'en a pas trace précise.
y a très peu d'écrits, mis à part dans les années 50, M. André Seur avait fait quelques recherches avec quelques photos. Sinon, dans les archives, il y a très peu d'écrits, très peu de traces de l'utilité de ces caves, même si on sait qu'elles pouvaient avoir un aspect de travail, d'habitation, de stockage et d'échange. Voilà, donc tout est à faire et il faut piocher dans les archives et municipales et départementales et puis faire appel aussi à des archéologues, des architectes pour pouvoir dater au plus près la construction de la maison. On ne peut que supposer, imaginer, mais en aucun cas certifier, être sûr, ce serait d'être un peu prétentieux que de dire il s'est passé ci ou ça à tel endroit. Oui, on rêve tous de voyager dans le temps, hein, bien sûr, oui, non, je pense qu'on est très bien à notre époque. Et puis ça donne suffisamment de travail pour imaginer plein de choses et puis laisser libre cours à notre imagination.